Voilà, donc le titre de cette séance, c'est l'étanchéité de la tête aux pieds, vous l'aurez compris. Il s'agit d'une figure de style poétique qui est la personnification. Donc quand on parle d'étanchéité de la tête aux pieds, on parle d'étanchéité de la couronne jusqu'aux apex. Ce titre implique aussi que l'étanchéité, c'est une forme de combinaison intégrale que porterait la dent et qui la protégerait de toutes les bactéries et des attaques bactériennes. Si ce titre a retenu notre attention à tous ici, c'est parce que c'est un titre qui relève d'un thème central en endodontie et que c'est aussi un titre qui fait appel à une vision globale de la dent et pas à l'endodontie de façon très isolée. L'endodontie, c'est la prévention et le traitement de la parodontite apicale. La parodontite apicale, c'est comme une barrière qui se forme entre la dent qui est infectée et le reste du corps. C'est une barrière qui protège le corps contre la diffusion des bactéries qui sont à l'intérieur de la dent infectée dans le sang. On peut considérer que l'endodontie, c'est donc éviter la contamination bactérienne et éliminer les bactéries. Ces deux objectifs, c'est les objectifs qui vont guider chacun de nos gestes au cours d'un traitement endodontique. Et ça, c'est vraiment important. Et dans ce terme-là, on peut considérer que la reconstitution coronaire fait réellement partie intégrante de la définition de l'endodontie. Aujourd'hui, le thème de l'étanchéité revient au thème de éviter la contamination bactérienne. À l'état sain, l'étanchéité naturelle est composée d'une barrière mécanique qui est structurelle de la dent et biologique qui est immunologique. Malheureusement, la barrière mécanique peut être rompue par une carie ou par une fracture traumatique, et puis éventuellement la pulpe peut être atteinte. Il existe aussi des cas de figure où c'est la barrière biologique qui est rompue directement par un déplacement traumatique. Quoi qu'il arrive, dans les situations où on est obligé d'intervenir au niveau endodontique, on va devoir ouvrir la dent et donc ouvrir cette barrière d'étanchéité. On conçoit souvent le traitement endodontique comme un moment salvateur pour l'endodonte, mais il faut quand même garder en tête que c'est aussi un moment de grande vulnérabilité pour la contamination bactérienne. Et au moment du traitement endodontique, il va falloir compenser cette ouverture coronaire par une et voire même plusieurs protections. Ensuite, l'obturation coronaire et radiculaire vont permettre de pérenniser la situation de désinfection que l'on aura obtenue au cours du traitement endodontique. Et puis, la dent retrouve son étanchéité de façon durable. Aujourd'hui, comme l'a dit Grégory, nous sommes 3 conférenciers. Je vais d'abord vous parler de l'étanchéité dans le temps péropératoire, puis Dominique Martin, alors il y a un petit décalage, mais Dominique Martin va vous parler de l'étanchéité au niveau radiculaire et Lucille Dahan vous parlera de l'étanchéité au niveau coronaire. Lorsque l'on pense à la contamination péropératoire, la première chose à laquelle on pense, c'est la contamination bactérienne péropératoire en chirurgie générale. Et il s'avère que dans toutes les chirurgies, il existe la notion d'infection nosocomiale. Ça existe dans les poses de prothèses de sein, de cœur, de hanche, de prothèses oculaires, ou même dans des gestes tels que la ponction lombaire ou le drainage d'abcès du cerveau. Alors on s'est interrogé si dans toutes ces chirurgies qui sont menées dans des conditions drastiques d'hygiène, il existe des infections nosocomiales, pourquoi en endodontie on n'aurait pas nous aussi des problématiques d'infection nosocomiale? Alors il se trouve que l'équipe de Patel du King's College à Londres s'est beaucoup posé cette question et s'est beaucoup interrogé à ce sujet. Ils ont regroupé des dents dans des situations de traitement initial qui ne présentaient pas de lésions. Et ils ont remarqué que sur un pool de 51 dents, sans lésion préopératoire, eh bien, en post-opératoire à 1 an, au cone beam, ils pouvaient détecter 17% de dents qui présentaient une infection. Parmi ces dents, c'était essentiellement des molaires. Ils ont réalisé des constatations relativement similaires dans des dents en situation de retraitement. Donc là, ils n'ont trouvé que 12 dents en situation de retraitement sans lésion préopératoire. Et sur ces 12 dents, 17% encore une fois, présentent une lésion au cone beam à 1 an. Alors, 12 dents pour faire des statistiques, c'est clairement pas assez. Mais ce que l'on peut retenir globalement, c'est qu'il existe un certain nombre de cas de figure dans lesquels la dent n'aura pas de lésion en préopératoire et aura une lésion en post-opératoire. On peut donc légitimement imaginer que ces dents ont été contaminées par le traitement lui-même. Je me suis donc interrogée sur les différentes sources bactériennes potentielles
pendant le traitement. Je vous les ai présentés ici. Donc, j'ai pensé à la salive du patient, aux gants du praticien et de son assistante, à l'eau et à l'air de l'unité, aux surfaces du cabinet dentaire et puis au matériel consommable. Et je vous propose ici de les observer un par un. Commençons par les gants. Toujours l'équipe du King's College à Londres s'est intéressée à la contamination des gants au cours du traitement endodontique. Donc ils ont demandé à 8 praticiens travaillant sous digue de ne porter qu'une seule paire de gants tout au long du traitement et ils ont réalisé des prélèvements à 4 temps différents du traitement. Immédiatement après avoir enfilé les gants, immédiatement après avoir fait la cavité d'accès, immédiatement après avoir fait la radiocone en place et juste avant la pose de la restauration coronaire. Ils ont réalisé ces prélèvements avec des cotons-tiges stériles et ils ont analysé les prélèvements par PCR. Ils ont remarqué qu'à chaque étape du traitement, la quantité de bactéries présentes à la surface des gants était significativement supérieure à l'étape précédente. Ils ont aussi remarqué que parmi les bactéries présentes, une des bactéries les plus présentes était la bactérie Propionibacterium acnes. Il s'avère que c'est justement la bactérie que l'on retrouve dans les infections nosocomiales de chirurgie générale et notamment les infections que je vous ai représentées ici. Et dans les infections nosocomiales de chirurgie générale, la bactérie précisément que l'on retrouve, c'est P. acnes phylotype 2. Donc on a regardé qu'est-ce qu'il en était de ce phylotype au niveau de la dent. Et il s'avère que c'est un phylotype que l'on retrouve très souvent dans les dents qui présentent une infection lorsqu'elles ont déjà été traitées. Donc lorsque les dents sont traitées et qu'elles présentent une infection, elles présentent souvent le P. acnes phylotype 2. Alors qu'elles ne sont absolument jamais présentes dans les dents infectées, n'ayant jamais été traitées et ne présentant pas d'ouverture macroscopique avec la bouche. Lorsqu'il existe une infection sur une dent jamais traitée avec une ouverture macroscopique avec la bouche, on ne retrouve quasiment jamais le P. acnes phylotype 2. Elle n'a été retrouvée qu'une seule fois. On sait aussi que ce phylotype 2 est une bactérie qui adhère particulièrement bien sur les surfaces synthétiques. On peut donc légitimement penser que la bactérie a été apportée par le traitement et comme on les retrouve aussi souvent au niveau des gants, eh bien, on peut imaginer que la paire de gants peut être un vecteur de ces bactéries. Ce qui implique qu'au niveau de nos gestes du quotidien, eh bien, il y a des gestes qu'il va falloir éviter. Ce sont des gestes que l'on peut faire de façon complètement anodine et qui en réalité vont s'avérer diaboliques pour l'issue du traitement. Donc il ne faut à aucun moment toucher avec nos gants la partie active de nos limes, les cônes de gutta ou bien la pointe de notre paire de précelles. Il faut remplacer ces gestes par des gestes plus adaptés, comme précourber ses limes avec une paire de précelles stériles. Et donc là, on va y revenir tout de suite, mais il faut évidemment que la paire de précelles n'ait pas été dans la cavité buccale. Il faut utiliser une compresse stérile pour toucher, si ça nous est impératif de toucher un cône de gutta ou la paire de précelles, eh bien, on va le faire à travers une compresse stérile. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur le matériel. Donc, comme je viens de le dire, le temps endodontique va être divisé en 2 étapes, une étape qu'on va qualifier d'étape buccale et une étape que l'on va qualifier d'étape de digue. Et le matériel qui va dans la bouche ne doit pas aller dans la digue et vice-versa. Et sur la table, le matériel qui a été en bouche ne doit pas contaminer le matériel qui va aller dans la digue. Si bien qu'il faut disposer de 2 plateaux, un plateau qui est destiné à la phase buccale et un plateau qui est destiné à la phase de digue. Le plateau qui est destiné à la phase buccale peut être relativement réduit, puisque le temps buccal en endo est relativement réduit. Il est réduit à l'anesthésie et à la pose de la digue. Donc moi, j'apprécie d'utiliser un anesthésique de contact, et c'est pour ça que j'ai besoin d'une paire de précelles pour le temps buccal, mais si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez encore réduire votre plateau du temps buccal. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi n'utiliserions-nous pas une paire de gants stériles directement ? Ici, il s'agit d'une étude qui a été menée en Alabama et qui s'est intéressée à la contamination des gants à l'issue de la boîte et après la pose de la digue. Et on se rend compte que les gants sont 100 fois plus contaminés après la pose de la digue qu'à la sortie de la boîte.
Donc il est plus logique d'utiliser des boîtes de gants non stériles et de les changer souvent au cours du traitement, plutôt que d'utiliser des gants stériles qui vont être très vite très contaminés. Cette équipe s'est aussi intéressée à la contamination des gants entre le début et la fin de la boîte. Donc là, on fait un zoom sur les contaminations des gants à l'issue de la boîte. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont prélevé les 2 premiers gants de la boîte, ils les ont analysés, ils ont mis en circulation les boîtes au sein d'une clinique et ils ont prélevé les 2 derniers gants de la boîte. Et ils ont comparé les niveaux de contamination des premiers et des derniers gants de la boîte. Dans cette étude, les boîtes de gants qui ont été utilisées ont circulé en clinique entre 8 et 29 jours. Ils ont remarqué qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les premiers gants de la boîte et la contamination des derniers gants de la boîte. Ça peut être expliqué par le fait que les praticiens, lorsqu'ils se servent de gants dans la boîte, eh bien, ils ont une main qui est très propre et que tous les gants qui ont été touchés vont être prélevés de la boîte. Ce qu'il faut donc retenir au niveau de l'utilisation des gants, eh bien, c'est qu'il faut les changer souvent, immédiatement après la pose de la digue, après la dépose de la restauration coronaire, une fois qu'ils ont été portés un petit peu trop longtemps, c'est-à-dire qu'au bout de 30 à 45 minutes, les gants ont tendance à devenir poreux et il faut donc les changer. Immédiatement après la radio péropératoire et puis de façon générale à chaque fois que le gant est mis en contact avec la salive du patient. Un geste à proscrire, c'est la désinfection du gant avec une solution hydroalcoolique. Les solutions hydroalcooliques dégradent la surface des gants et les rendent poreux. Donc nous avons parlé des gants. Je vous propose maintenant de parler des surfaces du cabinet dentaire. Alors ici, il s'agit d'une étude qui a été menée dans des cliniques dans le comté de Stockholm, en Suède. L'idée, c'est de connaître l'efficacité des procédures de désinfection de surface. Donc ils se sont rendus dans des cliniques, 6 cliniques de dentisterie générale et 2 cliniques de dentisterie spécialiste. Ils ont réalisé immédiatement après un traitement endodontique des prélèvements à différents endroits dans le cabinet dentaire. Puis ils ont laissé l'assistante ou l'assistant réaliser les procédures de nettoyage de surface et ils ont fait à nouveau exactement les mêmes prélèvements, exactement dans les mêmes endroits. Ce qui est intéressant de constater, c'est que le nombre de zones contaminées dans le cabinet n'a quasiment pas varié entre avant et après la désinfection. Ce qui est aussi intéressant de remarquer, c'est que sur certaines zones, il n'y avait pas de contamination avant les procédures de désinfection et on trouve une contamination après les procédures de désinfection. Ça veut dire que la personne qui a nettoyé a utilisé la lingette sur une surface trop grande et au bout d'un certain temps, l'efficacité bactéricide de la lingette n'est plus là et puis la lingette ne devient plus qu'un vecteur de bactéries. Elle va prélever des bactéries sur certaines zones du cabinet pour les déposer sur d'autres zones du cabinet. En termes de quantité, les procédures ont permis une diminution de quantité de bactéries seulement de 50%. Les résultats qui ont été retrouvés dans cette étude sont similaires à d'autres études qui ont été menées dans un contexte hospitalier, dans le strict respect du protocole de désinfection. Donc, il faut retenir que la désinfection de surface est une procédure qui n'est malheureusement que partiellement efficace. Ah voilà. Donc, ce que l'on peut retenir, c'est que nos gants sont trop propres pour aller toucher les différentes surfaces du cabinet dentaire. Il ne faut pas toucher les meubles, il ne faut pas toucher la souris, il ne faut pas toucher le bouton de la radio. Et les zones que l'on ne peut pas s'empêcher de toucher, il faut qu'elles soient protégées soit par exemple par des poignées stériles, soit par un film plastique qui est jetable. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, les gants ne doivent non seulement pas toucher des zones trop sales, mais les gants ne doivent pas non plus toucher des zones trop propres. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que quelqu'un peut passer média? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est bon. Ouais, c'est bon.
Voilà, donc on a parlé des gants, on a parlé des surfaces. Je vous propose maintenant de parler du matériel consommable. Alors ici, il s'agit toujours de l'équipe du King's College à Londres qui s'est intéressée à la contamination du matériel consommable que l'on utilise en clinique. Ils ont choisi d'étudier les cônes de gutta, les mousses de clean grip, les feuilles de digue, les blocs de papier à spatuler et un matériau de calfeutrage que l'on met autour de la digue qui est l'Oracil. Ils ont pris 9 boîtes de chacun de ces matériaux. Ils ont fait des prélèvements immédiatement à l'ouverture, puis ils les ont mis en circulation en clinique. Et ils ont réalisé à nouveau des prélèvements à J7 et à J14. On remarque que, hormis les mousses de clean grip qui sont vendues stériles, eh bien, tout le reste du matériel est déjà contaminé à l'intérieur même de la boîte. Et puis avec le temps, ce matériel a tendance à se contaminer encore plus et de façon statistiquement significative pour les mousses de clean grip et pour les blocs à spatuler. Alors, une des premières solutions pour lutter contre ce problème, c'est de disposer d'une paire de précelles dite de table. C'est une paire de précelles qui va être la même toute la journée, que l'on va manipuler à main nue et qui n'ira jamais dans le plateau, si bien que ça évite les contaminations croisées à l'intérieur même des boîtes. Ensuite, il va falloir décontaminer le matériel lui-même. Donc, pour la décontamination des cônes, il se trouve que la littérature est très vaste sur la question et plusieurs solutions ont été testées. La première, c'est une solution de glutáraldéhyde qui n'est pas efficace. La deuxième, c'est une solution de chlorhexidine qui n'est pas non plus efficace pour la décontamination du cône. Là, j'ai trouvé, alors pour être à la mode, une étude sur l'aloe vera. Il s'avère que cette étude a montré l'efficacité de l'aloe vera pour décontaminer le cône de gutta. Néanmoins, comme il n'y a qu'une seule étude sur le sujet, je me suis permis de mettre un point d'interrogation. Et enfin, celle qui, à mon avis, tombe sous le sens, c'est l'usage de l'hypochlorite. Et il se trouve que l'hypochlorite est une solution extrêmement efficace pour la décontamination des cônes à partir d'une concentration de 1%. Donc concrètement, à l'aide de la précelle dite de table, on va prélever un cône de gutta dans la boîte, la mettre à tremper dans un bain d'hypochlorite à une concentration supérieure à 1% pendant une durée comprise entre 1 et 5 minutes. Au-delà de 5 minutes, l'hypochlorite a tendance à dégrader l'état de surface du cône et donc il ne va pas falloir laisser tremper le cône trop longtemps. Ensuite, avec la précelle du plateau destinée à la digue, eh bien, on va prendre les cônes de gutta et les mettre à tremper dans un bain de sérum physiologique. Le bain de sérum physiologique va aussi permettre d'éliminer les cristaux de hypochlorite qui sont accumulés à la surface du cône. Pour ce qui est des mousses de clean grip, on va pouvoir les remplacer par des compresses stériles. Pour les blocs de papier, on peut les remplacer par des plaques de verre que l'on peut stériliser. Et l'Oracil, eh bien, on va de préférence l'installer sous la digue, c'est-à-dire qu'on va l'installer directement sous le clamp et il n'y aura qu'une très légère partie de l'Oracil qui sera en contact avec le côté digue. Et cette partie d'Oracil qui sera en contact avec la digue, on va le décontaminer en même temps qu'on décontaminera la digue et la dent. Effectivement, une fois qu'on a posé la digue, il va falloir décontaminer tout d'un coup. Donc on va commencer par passer une petite pâte à polir sur la dent elle-même, puis décontaminer la dent, la digue et l'Oracil avec une compresse d'hypochlorite. Une fois qu'on aura retiré la restauration coronaire, il va falloir réaliser une deuxième phase de décontamination. Donc nous avons parlé des gants, des surfaces, du matériel consommable. Abordons maintenant l'eau et l'air de l'unité. Donc nous savons que l'eau et l'air de notre unité ne sont pas stériles et qu'avec le temps, eh bien, dans des tubulures se forment des biofilms. Et les biofilms relarguent régulièrement des bactéries dans l'eau de notre unité. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques qui sont spécifiques à chaque installation, mais je vous invite à vous interroger sur ce sujet et à vous mettre en rapport avec votre installateur pour optimiser la limitation de l'infection de votre air et de votre eau. J'en profite pour vous parler aussi de l'air ambiant. L'air ambiant est contaminé après des actes tels que le détartrage ou le fraisage. Les bactéries sont mises en aérosol et sont présentes dans l'air. La première chose à faire pour limiter la contamination de l'air, c'est d'utiliser une aspiration efficace. On peut aussi aérer la pièce de façon la plus régulière possible.
Le mieux, c'est de pouvoir l'aérer avec une fenêtre, mais si la pièce est isolée, eh bien, on va être obligé d'avoir recours à la ventilation. Et là encore, il va falloir veiller à la bon entretien de la ventilation, parce que la ventilation elle-même peut finalement devenir un réservoir à bactéries. On sait aussi que le fait de faire un bain de bouche à notre patient avant le détartrage va diminuer de façon significative la quantité de bactéries présentes dans l'air ambiant. Et c'est important non seulement pour la santé du personnel, mais aussi pour la contamination croisée entre les différents patients et les différents actes. Donc nous avons parlé des gants, des surfaces, du matériel, de l'eau et de l'air de notre unité. Parlons enfin de la salive du patient. Nous savons que chaque goutte de salive est très très riche en bactéries, à tel point qu'on dit qu'à l'intérieur de la bouche d'un individu, il y a plus de bactéries qu'il n'existe d'êtres humains sur Terre. Vous comprenez donc que chaque microgoutte de salive est une véritable inquiétude pour l'endodontiste et qu'il va donc vouloir se protéger de ces gouttes de salive par l'usage de la digue. Et en effet, de tout temps, on a une vraie unanimité sur la question de la digue au niveau des endodontistes qui considèrent que l'usage de la digue est une condition sine qua non à la réalisation d'un traitement endodontique. On comprend bien qu'une personne qui s'est donné énormément de mal pour nettoyer et désinfecter l'intérieur d'un canal, eh bien, elle ne va pas vouloir qu'une simple petite goutte de salive vienne annihiler tout son travail. Et c'est pour ça que la digue est une vraie conviction pour les endodontistes. Malheureusement, comme le dit très bien Grégory Caron, entre la digue et le praticien, il existe un désamour incompréhensible. Si chez les endodontistes, l'usage de la digue est très répandu, eh bien, en omnipratique, il y a une vraie inégalité d'usage de la digue. Et les études le montrent. Le point quand même positif, c'est qu'on remarque que chez les jeunes générations, l'usage de la digue se fait de façon plus fréquente. Ricucci et Siqueira vont même jusqu'à faire un parallèle entre le faible usage de la digue en omnipratique et le taux de succès qui est plus faible en omnipratique par rapport à l'endodontie. Alors j'ai essayé de réunir ici les différentes raisons qui pourraient pousser des praticiens à ne pas utiliser la digue en endodontie. Ça prend trop de temps, le patient n'aime pas, c'est trop compliqué, la digue empêche le patient de bien respirer. Le patient n'aime pas. Alors pourquoi c'est faux ? Ici, il s'agit d'une étude qui a été menée à Birmingham, en Angleterre, et ils ont réalisé un sondage auprès d'une centaine de patients qui ont été soignés par un étudiant sous digue et par une autre centaine de patients qui ont été soignés par un omnipraticien sous digue. Et ils leur ont posé la question suivante. Préférez-vous que la digue soit utilisée lors de votre prochain soin ? Et je souligne bien, la question c'est « préférez-vous » ? Voici les résultats. Et si on considère les patients qui ont été soignés par un praticien, eh bien, il y a 70% de patients qui préfèrent que la digue soit utilisée lors de son prochain soin. Donc non seulement c'est faux de dire que le patient n'aime pas, mais on peut même dire que le patient préfère la digue. Et si l'on cumule les patients qui disent que oui, ils préfèrent la digue et ceux qui n'ont pas de préférence, on arrive à un taux d'acceptation de 96%. Donc ne pas utiliser la digue chez un patient, c'est priver le patient d'un certain confort. La digue empêche le patient de bien respirer. Donc ici, c'est une étude qui a été réalisée sur 28 patients adultes à qui on a positionné un oxymètre pour mesurer la saturation en oxygène et on a positionné donc, cet oxymètre pendant 20 minutes avant la pose de la digue. Puis on a posé une digue qui recouvre le nez et pendant 20 minutes, on a mesuré la saturation en oxygène. Et enfin, on a découpé la digue autour du nez et on a continué à mesurer pendant 20 minutes la saturation en oxygène. Il s'est avéré qu'il n'existait pas de différence statistiquement significative entre les différentes pressions en oxygène dans les 3 cas différents. Donc, cette étude a été menée chez l'adulte, mais il existe une étude équivalente menée chez l'enfant. Donc, la digue n'empêche pas le patient de bien respirer, y compris lorsqu'il a le nez recouvert. C'est trop compliqué. Alors, j'ai mis que c'était faux, mais je sais que pour certains praticiens, c'est vrai.
on peut ressentir des difficultés à poser la digue. Si quand vous fermez les yeux et que vous pensez à la pose de la digue, vous sentez une crispation en vous, c'est que la formation que vous avez pour la pose de la digue n'est pas suffisante. Et il est important de participer à des TP pour vous former et vous former encore à la pose de la digue. Une fois que vous aurez participé même à un seul TP, il faut se forcer un petit peu dans le quotidien pour poser la digue. Et ce que je vous encourage à faire, c'est qu'une fois que vous avez une petite pratique clinique, de retourner faire un second TP pour assurer votre technique de la pose de la digue. Et normalement, après, la pose de la digue ne devrait pas être une contrainte pour vous. Il existe des situations où la dent est fortement délabrée et où la pose de la digue va devenir plus compliquée. Alors là, je garde un petit peu de suspense parce que c'est Lucille qui va vous en parler, mais il existe différentes techniques, notamment pour reconstituer ses dents et la poser facilement. Ça prend trop de temps. Donc toujours dans l'étude britannique, ils ont aussi chronométré les étudiants et les praticiens dans le temps de la pose de la digue. Les étudiants, ils mettent en moyenne 4 minutes 30 pour poser la digue, tandis que les praticiens expérimentés mettent 1 minute 16. Donc si vous avez le sentiment de mettre encore beaucoup de temps à poser la digue, vous voyez qu'à la fin, on va très très vite en posant la digue. Enfin, là je vous ai exposé les raisons biologiques pour lesquelles il fallait mettre la digue, qui me semblent les raisons les plus évidentes. Si ces raisons ne vous donnent pas toute l'énergie qu'il vous faut pour vous encourager à mettre la digue, eh bien, vous pouvez puiser votre motivation dans d'autres arguments, parce que la digue est un véritable confort, aussi bien pour le patient que pour le praticien. Donc en conclusion, j'aimerais ressouligner que le moment du traitement endodontique est un grand moment de vulnérabilité et qu'il va donc falloir se protéger des différents événements du cabinet dentaire environnant. Et ça me fait très plaisir, Grégory, que tu aies dit que cette conférence t'avait permis de réfléchir à nouveau et de réfléchir avec ton assistante à votre organisation de votre quotidien. Je pense en effet que non seulement il faut réfléchir à l'organisation de ce quotidien, mais il faut réfléchir régulièrement et se remettre en question régulièrement sur ces questions-là. Enfin, je voudrais aussi dire que toute dent mérite d'être protégée de l'infection bactérienne. On l'a vu tout à l'heure, y compris des dents qui sont très infectées, qui baignent depuis longtemps dans la salive, eh bien, ce sont des dents qui sont infectées par certaines bactéries et pas d'autres. Ça veut dire qu'aucune dent n'est complètement perdue et aucune dent n'est complètement infectée. Et le traitement endodontique peut malgré tout surinfecter ces dents qui nous semblent déjà complètement infectées. Et tout cela n'a évidemment de sens que s'il existe une continuité avec l'obturation radiculaire et l'étanchéité coronaire. Suivant. Moi, je récupère toutes vos questions, on va toutes les garder. On a prévu largement le temps d'y répondre après. Donc j'ai déjà une petite série. Il y a juste une question, je vais tout de suite couper court. C'est très important. Sandrine et Lucille ne sont pas sœurs. Sandrine est mariée. Son mari est dans la salle. Et voilà, je préfère répondre au moins à ces deux questions qu'on m'a posées plusieurs fois. Voilà. Merci beaucoup. Merci.